Bonjour, bonjour. Alors la rentrée littéraire est déjà bien avancée, puisqu'on est presque au mois de novembre. Mais il y a encore pas mal de livres qui sortent là, ces dernières semaines, même ces derniers jours. Et donc il y a pas mal de livres qui me tentent, il faut bien faire des choix. Là j'en ai choisi un, je l'ai terminé, donc je l'ai lu la semaine dernière. Et donc pas de suspense davantage, il s'agit de Populicide de Philippe de Villiers. Alors, ce livre vient de sortir il y a quelques jours, en fait quelques semaines, à peu près 2 semaines il me semble, dépôt légal en tout cas octobre 2025. Il est publié chez Fayard. J'avais déjà lu Mémoricide, le précédent ouvrage de Philippe de Villiers. Je vais débriefer ça sur ma chaîne, il y avait du positif, il y avait du négatif. Donc là je me suis dit que c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'il voulait nous dire. On ne présente plus Philippe de Villiers, ancien homme politique, précurseur pour certains, visionnaire quant à l'avenir de la France, aux problèmes de l'Europe. C'était un opposé à Maastricht. Et donc aujourd'hui il a sa chronique hebdomadaire sur CNews. Et il livre des papiers de temps en temps, je crois bien, dans des journaux. Et surtout, voilà, il écrit, depuis longtemps, il est écrivain, entre autres activités, parce que c'est toujours l'homme du Puy du Fou également. Et là, il nous livre, après le constat de Mémoricide, un autre constat que certains pourraient dire glaçant. En tout cas, il essaye d'avertir le lecteur sur un néologisme, le populicide. Le populicide, donc la mise à mort d'un peuple programmé, on va dire plus ou moins en tout cas. Dans les faits, c'est comme ça, le peuple, en l'occurrence il s'agit du peuple français, c'est de la France dont parle principalement Philippe de Villiers, même s'il parle des peuples européens et de l'Occident en règle générale, il parle quand même avant tout, s'adresse avant tout aux lecteurs français. Donc c'est un livre qui se découpe en 4 parties, on va dire ça comme ça. Et on a donc une première partie où il va nous rappeler globalement, une grosse introduction plutôt, où il nous parle un peu de lui, un peu de l'actualité également. Après il va nous parler il va essayer de faire un parallèle pour savoir s'il y a une corrélation entre la fin des grandes civilisations et la fin annoncée éventuellement, c'est ce que nous dit Philippe de Villiers, d'un peuple comme le peuple français. Est-ce qu'on peut trouver des liens avec la chute de Rome, la chute de Babylone, la chute de Machu Picchu, c'est un exemple qu'il donne, et la chute éventuelle de la France, voire de l'Occident. Donc il y a un chapitre important là-dessus. Ensuite, il va nous rappeler les combats qu'il a menés par le passé. Donc il va nous évoquer évidemment son combat contre Maastricht, contre l'Europe, contre l'européisme en tout cas. Et ensuite, il va nous montrer avec des exemples comment, selon lui, le populicide s'accélère et s'est accéléré depuis un bon moment. Et puis il va faire une conclusion avec un chapitre avec un peu plus d'espoir, il faut bien en voir un petit peu, où il va essayer de proposer des solutions à la crise civilisationnelle et politique que vit la France. Voilà, il donne des solutions, il donne pas énormément de solutions, mais il propose quelques solutions. Alors ce livre est assez dense, bien qu'il ne soit pas très épais. Je suis souvent étonné de la mise en page des éditeurs, mais enfin bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Là on a un livre qui fait 380 pages, mais qui en réalité a peu de mots par ligne et pas énormément de lignes par page. Donc disons que c'est un livre qui n'a pas cette épaisseur-là, sur une édition plus honnête, sur une mise en page, pardon, plus honnête. Sans doute que c'est un livre qui ferait 250 pages, mais bon voilà. Je pense que les éditeurs aiment bien montrer des gros volumes pour que les gens se disent « on en a pour notre argent 21,90 €. Donc voilà, donc j'ai choisi quelques extraits. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de notes, mais je ne vais pas tout parcourir en fait. Je vais vous citer quelques exemples de choses qui m'ont interpellé, en bien ou en mal. Et je vais commencer par un extrait
Philippe de Villiers nous donne à lire un long extrait de Tocqueville, vous savez, l'historien, homme politique, académicien, je crois, français du 19e siècle, début du 19e siècle, il a dû mourir au milieu du 19e. Et donc il nous fait une déclaration qui est un peu prophétique, je vous la lis, je vous donne l'introduction avec la formule de Villiers, et ensuite ça passe sur Tocqueville, ça vous donne un peu, comme toujours, le ton du livre, le ton de Philippe de Villiers, j'en reparlerai d'ailleurs. Alors écoutez bien. Le chaos, là c'est Philippe de Villiers qui parle. Le chaos que nous avons sous les yeux est bien le marchepied d'un pouvoir polyarchique, diffus, sans visage, sans adresse et sans forme. Autrement dit, hors d'atteinte parce que innommable. Celui qui a deviné cela avant les autres, celui qui a tout entrevu un siècle avant nous, c'est Tocqueville. Il croyait décrire l'Amérique de la révolution industrielle et de l'hyperdémocratie individualiste. En réalité, à l'heure techno-globale, son analyse surclasse aujourd'hui de loin toutes les anticipations de points, ouvrez les guillemets. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? Voilà, fin de citation. Après, évidemment, Philippe de Villiers nous dit que c'est une peinture fascinante, une vision, une anticipation fulgurante, dit-il, de Tocqueville. Et donc voilà, on pourrait résumer du pain et des jeux. Pour reprendre la formule romaine, on distrait le peuple, on le maintient, on le nourrit encore, on assure encore un peu sa sécurité. Alors ça c'est très discutable, parce que finalement la sécurité des Français et de la France est vraiment malmenée ces dernières années. Donc là c'est plus discutable, mais en tout cas c'est vrai que c'est une vision assez claire de la problématique aussi des peuples d'aujourd'hui. Des peuples assommés par un État qui le contrôle, qui veut le contrôler et qui veut surtout pas en réalité qu'il pense trop et qu'il donne trop son avis. Donc Philippe de Villiers, comme d'autres, alors lui c'est un souverainiste, il se le dit, un souverainiste patriote, sont inquiets de ce genre de choses. Donc voilà, je vous disais, il va nous parler d'exemples plus ou moins pertinents, mais ils sont quand même intéressants, de civilisations qui chutent, et il essaye de voir pourquoi est-ce qu'il y a une chute, est-ce qu'il peut y avoir une corrélation avec notre civilisation aujourd'hui. Je vais vous parler d'un exemple, je vais vous citer un petit passage assez court sur la chute de Rome. Et voilà ce qu'il nous dit à propos de la chute de Rome, notre ami de Villiers. Alors là, il parlait évidemment donc de l'Empire romain. La leçon romaine nous fait l'aumône de ces avertissements, valables pour tous les peuples. C'est quand les peaux se tavellent que commence l'agonie. Le pourrissement précède la mort. Comme la paresse a précédé l'infiltration. C'est la corruption des âmes qui prépare toujours celle de l'esprit public. Quand le pot de vin devient la règle dans la toge, que les nominations s'achètent, c'est qu'on a déjà perdu l'énergie vitale. L'effondrement des naissances, l'infanticide, l'avortement, jusqu'au refus de la vie.
Les historiens racontent qu'il suffit de se promener dans les rues et au forum pour croiser du regard des visages affaissés, le délitement des mœurs. Les hommes se déhanchent mieux que les femmes et parfois en public se couvrent la tête de voile et du ruban de fille. La noblesse sénatoriale n'affiche plus d'autre souci que d'accroître son luxe, d'agrandir ses hypocaustes et de remettre une couche de porphyre sur ses baignoires. La bourgeoisie des villes, de plus en plus inculte, n'est attirée que par les spectacles grossiers. La Villenaille passe sa vie dans le cirque où se produisent plus engagés à prix d'or que des mercenaires venus d'Afrique. On ne vit que des souvenirs des fêtes passées et de l'espoir des fêtes prochaines. La Rome impériale, croyant que les destinées du genre humain ont été fixées à jamais, s'est reposée dans la jouissance de ce qu'elle appelle encore la felicitas. Il faut méditer la plainte de Juvénal, ouvrez les guillemets. Ce peuple qui autrefois distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ce peuple ne désire plus que deux choses au monde, du pain et des jeux, fermez les guillemets. La fête de la musique et la Ligue des champions, nous y sommes. Donc voilà, ça c'est un constat de Philippe de Villiers. Ces constats ne sont jamais très positifs. Il va nous parler de choses très négatives, évidemment, bien sûr. Il y a énormément de problèmes en France, cette liberté d'expression mise à mal, la liberté de circuler en toute sécurité et en toute tranquillité qui se réduit également comme peau de chagrin, les problèmes de drogue, les problèmes on peut dire, de politiciens qui n'écoutent pas le peuple ou une partie du peuple. Donc voilà, tout ça, Philippe de Villiers le brasse dans son livre, il en parlait déjà dans Mémoricide. Mais là, il s'attaque vraiment à montrer comment on s'en prend, après avoir voulu effacer la mémoire du peuple, comment on essaye d'effacer le peuple lui-même, peut-être pour finalement le remplacer par un autre peuple. C'est le leitmotiv de Philippe de Villiers qui va parler évidemment d'immigration de masse et d'immigration de remplacement, de peuplement, même si je ne crois pas qu'il emploie le mot de grand remplacement dans le livre. Je ne l'ai pas noté, je ne crois pas. Mais en tout cas, il parle d'un remplacement de peuple et qui amène, démographiquement parlant, à la fin d'un peuple historique remplacé par de nouveaux venus qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas le même culte, qui n'ont pas la même culture, et c'est ce qui inquiète énormément, à juste titre, Philippe de Villiers, c'est ce remplacement lent, mais qui est en route. Et il nous rappelle, justement, il tape sur certaines idées reçues qui ont été volontairement véhiculées, notamment en histoire, pour nous rappeler que la cohabitation entre plusieurs peuples, de cultures ou de cultes différents, ou les deux, ça ne se fait pas toujours très bien. Et il prend l'exemple de Al-Andalouse, donc l'invasion des arabo-musulmans en Espagne, ça a duré 6 ou 7 siècles, du 7e au 15e siècle, 14e siècle. Et donc, il nous fait un rappel, une piqûre de rappel, pour expliquer que Al-Andalus, qui est montré comme la période glorieuse de cohabitation des juifs, des chrétiens sous domination musulmane, n'est pas du tout cela en réalité. Donc je vais vous lire un petit passage où il nous rappelle ces faits historiques qui sont souvent cachés par la doxa, sans doute même par l'éducation nationale, qui doit apprendre aux élèves que tout allait bien pendant l'occupation arabo-musulmane en Espagne. Donc voilà le passage que j'ai choisi sur ce sujet. Les mythes ont la peau dure quand c'est la gauche progressiste qui le rassure gîte et couvert. Celui de Al-Andalus nous a été inoculé pendant mes années d'études à Sciences Po. On nous prédisait matin, midi et soir que le pluriculturalisme était l'horizon indépassable de l'Occident. Al-Andalus, c'est le mythe d'une période bénie, le mythe de la coexistence harmonieuse des trois religions juives, chrétiennes et musulmanes, naturellement sous la férule bienveillante de l'islam. Lors de son voyage d'État au Maroc, Emmanuel Macron a enfourché le cheval de Troie de Tariq. Il a vanté les mérites de la colonisation musulmane. Ouvrez les guillemets. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. Fermez les guillemets. Pour lui, la colonisation française fut un crime contre l'humanité. Mais la colonisation arabo-musulmane de l'Espagne fut un bienfait humanitaire. Les études scientifiques les plus récentes ont réduit en miettes ce mythe des trois cultures, qui aurait vécu en bonne intelligence et dans l'harmonie. Ce poncif qui porte un nom, la convivencia,
un terreau d'échange, vise à imposer une vision irénique de l'occupation de l'Espagne par l'islam. La réalité est bien différente. Le djihad fut de tous les instants. Ce fut une conquête sanglante et impitoyable. La Reconquista devait durer 7 siècles. Fin 711, c'est donc la conquête de Tolède, avec Tariq, remontant le Tage, puis la libération de Tolède par Alfonso VI en 1085, puis la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212, et avec Alfonso VIII, le grand-père de Saint-Louis, enfin le triomphe final de Grenade avec Isabelle la catholique en 1492. Quand on visite le monastère gothique de Saint-Jean-des-Rois, on ne manque pas d'être frappé par l'exposition sur la plus haute façade des chaînes qui furent accrochées après la libération des chrétiens. Un peu plus loin, pendant les 700 ans d'occupation, on ne trouve pas trace de vivre ensemble, c'est plutôt l'apartheid. Les arabo-berbères imposent leurs lois, leur style, leur architecture mozarabe. Ils garantissent une inégalité structurelle, l'interdiction de construire églises et synagogues. Ils appliquent un statut de demi-citoyen pour les non-musulmans, une ceinture jaune pour les juifs, un impôt spécial pour les non-croyants, la jizya. Le légendaire officiel du bonheur à Troyes, à l'abri du Coran, relève d'un passé fantasmé, d'une réécriture de l'histoire par les scribes militants qui ont oublié, excusez du peu, la lapidation, l'esclavage, la castration, les razzias, les pogroms. Donc voilà, il continue là-dessus, je ne vais pas tout vous lire, il continue sur ce sujet. Donc piqûre de rappel intéressante parce que c'est vrai qu'on essaye de vivre, on essaye de nous faire vivre avec ça depuis longtemps par les documentaires, par éventuellement la fiction, par la littérature aussi et l'éducation nationale. Donc c'est bien de temps en temps de rappeler ce genre de choses. C'est amusant, c'est un tout autre sujet. Philippe de Villiers, il a de ça de bien. C'est qu'il est quand même assez franc, assez honnête. Et là, il nous rappelle, au tout début du livre, par exemple, il nous conte quelques anecdotes. Alors, il nous parle de son combat contre l'Europe, et il nous dit que c'était très très dur au départ, et qu'il était sur un plateau télé à défendre la souveraineté européenne, la souveraineté française, pardon, contre l'Europe. Et il pensait qu'il allait être totalement lapidé par tous les intervenants. Et à ce moment-là, il y avait sur le plateau télé un homme qui allait devenir son ami, il nous dit que c'est un très grand ami. Il s'agit de Michel Onfray. Et donc voilà, il explique que Michel Onfray a pris sa défense, il nous donne le petit rapport de ce qui s'est dit à l'époque, et il explique que ça a scellé une amitié. Voilà, je vous citais juste un tout petit passage sur ce qu'il dit de Michel Onfray. Donc là, c'est après que Michel Onfray l'ait défendu sur un plateau de télé, expliquant que Philippe de Villiers avait sans doute raison. Donc, miracle, magnifique, l'échange de regards entre lui et Michel Onfray, qui suit la plaidoirie, celle entre nous deux, une amitié qu'il appelle girondine et moi vendéo-normande. Une amitié vraie, instinctive et combattante. Michel est un philosophe du réel, un frère d'armes dans la tranchée et dans le maquis. C'est le plus stylé des écrivains et c'est le plus ordonné des anarchistes, c'est le plus catholique des athées. Il n'est jamais là où on croit le trouver. C'est vrai que Michel Onfray fluctue beaucoup. Qualité ou défaut, j'en reparlerai, j'ai encore lu un Michel Onfray, je suis en train de le terminer, j'en parlerai sans doute. Enfin moi je trouve qu'il y a des fluctuations, mais j'aime bien Michel Onfray quand même, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc voilà, il nous parle sans filtre, ça c'est sympa parce que des fois on se pose des questions, on dit est-ce que ces gens ils se connaissent, est-ce que ces gens ils s'apprécient, alors parfois on le sent, on se dit oui, ah bah oui, ils doivent... On le sent ou on a entendu parler, on sait par exemple que Mathieu Bock-Côté et Éric Zemmour sont des amis, Éric Nolot et Éric Zemmour sont des amis, et on se dit est-ce que ces gens se connaissent bien toujours, et là voilà, on sait que un athée convaincu, comme moi d'ailleurs, comme Michel Onfray, est visiblement un grand ami de Philippe de Villiers qui lui est un croyant convaincu. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette croyance, ça a beaucoup d'importance sur ce livre en fait. Après il nous parle plus loin aussi d'un dîner, on comprend le microcosme de ces gens, mais c'est intéressant, moi j'aime bien savoir, un dîner entre Charlotte Dornelas, Jouffroy le Jeune et Michel Houellebecq, et il parle de l'avenir de la France, ils ne sont pas du tout optimistes. Donc voilà, il nous fait quelques rappels encore dans ce livre, notamment sur des tentatives lointaines
de l'Europe, dès la Convention européenne, pour, nous dit-il, faire absolument entrer la Turquie dans l'Europe. Donc il y a un petit chapitre, c'est le chapitre 150. 150. C'est la page 150. Les chapitres ne sont pas numérotés. Ça s'appelle Quand j'ai fait sauter Édouard Philippe. Et il nous parle effectivement de la Turquie, et il en parlait déjà un petit peu avant, de cette volonté assumée de laisser une place potentielle à la Turquie pour entrer un jour dans l'Europe. C'est vrai que ça m'avait déjà alerté à l'époque, il y a très longtemps. Je m'étais dit que c'était pas une bonne chose. Et visiblement, il nous amène des preuves comme quoi il a un échange sur un plateau, un télé, encore une fois, il nous le donne à lire, et voilà, il apporte la preuve qu'effectivement c'était bien dans les textes. Il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes. Il nous parle du contrôle numérique des gens. Comment est-ce que, globalement, il faudrait se méfier? Alors, d'après Philippe de Villiers, c'est pas le seul à le dire, hein. Quelqu'un comme Mathieu Bocoté le dit aussi souvent. Depuis le pass sanitaire et l'époque Covid, on sent une accélération dans la volonté de contrôler les gens. Faut pas oublier cette terrible période du Covid, où on devait se signer une autorisation à soi-même pour pouvoir sortir. Où on nous a interdit d'aller partout, au cinéma, acheter du pain c'était à la limite, il fallait être 1 ou 2 dans la boulangerie, enfin bon, j'ai un peu oublié le fil de tout ça, mais je pas oublié la pression que ça pouvait représenter, et il faut surtout pas l'oublier d'ailleurs. Et il nous donne l'exemple de la Chine, il nous dit qu'effectivement, les pays européens ont regardé vers la Chine, c'est pas le seul à l'avoir dit, pour essayer de voir si on pouvait contrôler le peuple, et pour lui, le contrôle, museler la liberté d'expression, et bien tout cela est une sorte de préparation pour contrôler les gens, contrôler le peuple, et limiter évidemment la pensée libre, et pourquoi pas même les déplacements d'ailleurs. Donc il nous en parle, c'est un petit chapitre intéressant où il nous parle de cela. Ensuite, il va nous parler aussi de son ami Emmanuel Macron, évidemment. Alors, il ne nous fait pas le rappel qu'il avait fait dans Mémoricide, à savoir, dans Mémoricide, il nous expliquait qu'il s'était fait avoir par Emmanuel Macron. Moi, j'étais un peu entre guillemets, avec de gros guillemets, déçu que Philippe de Villiers ait pu tomber dans le panneau d'Emmanuel Macron, mais peu importe. Donc il nous rappelle par contre que Macron est évidemment responsable de la catastrophe que l'on vit aujourd'hui, que c'est le président du nihilisme en fait. Et d'ailleurs, le nihilisme est un des sujets que Philippe de Villiers aborde beaucoup dans ce livre, où il nous explique que s'il y a populicide, c'est aussi parce qu'il y a nihilisme d'une partie non négligeable de la population, et que sans repère culturel, et évidemment cultuel pour Philippe de Villiers, on tombe dans l'oubli, et d'abord dans le mémoricide, et ensuite dans le populicide, puisque on n'a même plus envie de sauver son peuple, puisqu'on ne sait même plus de quel peuple on vient. En fait, on pourrait synthétiser ça un peu comme cela. Moi, je suis un peu embêté avec certaines thèses de Philippe de Villiers, certaines idées, parce que moi je suis un véritable athée. Je l'ai déjà dit pour ceux qui ont regardé ces vidéos, je suis, pour le coup, à l'instar de Michel Onfray, convaincu de mon athéisme. Je n'ai aucune forme de croyance alternative, que ce soit des pierres magiques pour me soigner mes maux de tête, ou je ne sais quelle énergie cosmique qui viendra m'aider, ou de l'acupuncture ou je ne sais quoi. Donc globalement, je suis athée, heureux de l'être, et j'aurais bien aimé que la société trouve une alternative au culte, en réalité, pour pouvoir lutter et vivre avec une société cohérente. Le problème, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu, et les mêmes qui seraient prêts à cracher sur le Christ ou les catholiques, la chrétienté en général, pourraient en tout cas
pourraient se précipiter à acheter des améthystes pour les poser sur leur meuble de salon en espérant, ou en croyant plutôt, que ça va amener une atmosphère positive dans la maison. Je connais rien au pouvoir prétendu des pierres, j'ai dit n'importe quoi. D'ailleurs, je m'en moque. Mais voilà, c'était pour illustrer. Et ces gens-là, beaucoup de gens tombent dans des médecines alternatives, des médecines parallèles. On entend parler de Reiki ou des choses comme ça. Enfin bon. Des croyances. Les gens ont besoin de croyances. Alors, effectivement, c'est vrai que si on se dit, s'ils ont besoin de croyances, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas croire finalement au précepte du catholicisme? Est-ce que ce ne serait pas plus cohérent? Évidemment, c'est un long travail, long et lent de destruction depuis la Révolution française de la croyance du catholicisme. La laïcité, évidemment, après. Moi, je le dis sans arrière-pensée, parce que je suis un véritable athée et je suis content de la discrétion dans l'espace public des religions. Après, ça ne m'aurait pas gêné qu'un prêtre puisse, mais alors pas du tout, puisse se promener en soutane dans les rues. C'est pas un problème. Mais je suis pour la discrétion dans l'espace public. Donc évidemment, je rejoins les combats. Il y a des gens comme Marc Menon là, qui disent ça, par exemple, tout le temps. Ou Michel Onfray, bien évidemment. Ou Éric Zemmour, qui prêche, au poil mot à dessein, pour carrément l'interdiction du voile islamique, du voile musulman dans les rues de France. Pas simplement dans un espace public, mais même dans les rues. Et donc, je ne suis pas gêné par ça. Mais par contre, c'est vrai que certaines solutions de Philippe de Villiers qu'il avance dans son livre, en espérant que le combat à mener soit aussi un combat cultuel pour retrouver pas seulement les racines chrétiennes de la France, mais une nouvelle foi, ça peut m'embêter un petit peu. Parce que finalement, on sait ce que ça peut donner. Alors, prenons l'exemple des États-Unis. Moi, j'aime bien les États-Unis pour la liberté d'expression, pour une sorte de liberté qui flotte dans le pays, au-delà de la géographie du pays qui est sublime. Mais il y a cet esprit de liberté qui est vraiment, vraiment tentant, même fascinant. Le problème, c'est qu'on voit bien aussi chez les intégristes religieux américains qui voudraient, par exemple, s'ils le pouvaient, empêcher qu'on enseigne les lois de l'évolution dans les écoles ou dans des universités, parce qu'ils pensent que ça n'a pas de valeur et que les seules lois à apprendre, ce sont les lois du Seigneur. Donc ça, on sait quelle peut être la menace quand on donne trop de pouvoir. Donc ça m'embête, évidemment. Donc j'aimerais une solution alternative. Maintenant, on pourrait très bien dire qu'entre la peste et la grippe, c'est vrai qu'il vaut mieux attraper une bonne grippe, tant qu'elle n'est pas trop dangereuse, qu'on ne va pas en mourir. Donc entre la peste islamique qui se répand et qui peut imposer une charia, pourquoi pas dans 50 ans, voire moins, on ne sait pas, et finalement une grosse grippe d'un retour du catholicisme avec une foi nouvelle, bon bah je pense qu'évidemment mon camp est choisi, je préférerais la grippe catholique. Mais c'est vrai que si j'avais une autre alternative, j'aimerais mieux n'avoir aucune maladie religieuse. Voilà, c'est dit, ce serait mieux. Philippe de Villiers, il a un style particulier, on l'aime ou on l'aime pas. Il a vraiment un style particulier. Il fait partie des gens qui ont un style, comme Michel Onfray a un style que certains n'aiment pas. Et Philippe de Villiers, il a un peu d'emphase quand même, quand il écrit. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, hein. Moi, j'aurais tendance à dire que parfois ça me dérange un petit peu. Mais il est comme ça quand il parle. Il est comme ça, il est un peu vieille France, entre guillemets, avec tout le côté glorieux et honorable que ça peut avoir. Mais malgré tout, c'est pas le style à lire que je préfère. Je peux trouver que parfois c'est un peu lourd, un petit peu. Quand on lit par exemple Éric Zemmour, c'est autre chose. C'est plus fluide, c'est plus agréable. Et pourtant, c'est une belle langue aussi écrite. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça peut me déranger un petit peu. Je pense que ça, obligatoirement, si les gens ne sont pas hypocrites, je pense que ça dérange un peu parce que ça ne fait pas qu'élever vers le haut d'un point de vue vocabulaire, par exemple. Je trouve qu'il y a de temps en temps des formules un peu trop lourdes. Mais bon, c'est vraiment un ressenti personnel. Je trouve aussi que de temps en temps, dans ce livre, qui fait donc 380 pages,
peut-être 250 en réalité. Je pense qu'il n'a pas été toujours assez précis. De temps en temps, ça aurait mérité des développements un peu plus longs. D'ailleurs, moi, je m'attendais à un plus gros livre. Je pensais que ça allait être une... Mémoricide est plus conséquent, par exemple. Là, je pensais que ça allait être le cas. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose de plus dense, avec des exemples plus fouillés. Et de temps en temps, il va un petit peu vite en besogne. Je ne vais pas vous lire l'extrait, mais à un moment donné, il parle des Indiens d'Amérique du Nord. Et donc, il compare l'extermination des Indiens d'Amérique du Nord, des Amérindiens, par les Américains, avec ce qui pourrait arriver en France. Et voilà, les Amérindiens, les autochtones, pour lui, nous sommes aujourd'hui les autochtones d'Europe, qui potentiellement pourraient être éradiqués par une autre civilisation qui nous remplacerait petit à petit, nous parquerait dans des réserves, etc., etc., nous interdirait d'apprendre notre langue, de parler notre langue. Il donne ces exemples-là, et il parle donc de la conquête américaine. Sauf qu'on n'est pas tout à fait dans le même contexte non plus, avec les Nord-Américains qui vont petit à petit remplacer les Indiens d'Amérique. Déjà, il n'y a pas, contrairement à ce qu'il le dit, ce qui m'embête, c'est qu'il nous parle d'extermination, c'est des mots qu'il emploie, et les Amérindiens ont eu des réserves. Alors je sais bien, hein, tout est discutable, hein, mais c'est l'histoire des civilisations. Les Européens sont arrivés sur une terre vierge où il n'y avait pas grand-chose de fait, il n'y avait pas de ville au sens propre, pas de civilisation dans l'idée européenne de la chose, et donc voilà, c'est un nouveau terrain vierge à conquérir, et il y a un ennemi, en l'occurrence des Indiens. D'ailleurs au début, ça s'est aussi bien passé, hein. Ça s'est pas mal passé forcément. Il y a des livres intéressants à lire sur le sujet. Et ce qu'il n'évoque pas, ce qui m'embête, c'est les guerres indiennes. Pas les guerres indiennes contre les Américains, les guerres indiennes entre Indiens, entre Amérindiens. Les Amérindiens étaient prêts à se massacrer, j'en avais parlé dans un livre sur Custer qui était formidable, et ça, il ne l'évoque pas du tout en fait. Alors moi, je pense que c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas lancer un exemple comme ça au travers de gens qui ne connaissent pas forcément le sujet, et leur laisser à croire que c'est noir et blanc, alors qu'en vérité c'est très gris. Les Indiens d'Amérique du Nord étaient même prêts à faire des ethnocides, si ce n'est des génocides, d'autres peuplades. Certains Indiens étaient très contents de faire alliance avec l'homme blanc pour se débarrasser de d'autres Indiens qui étaient beaucoup trop belliqueux. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un sujet passionnant. J'aime pas qu'on fasse de l'angélisme avec le monde amérindien en le faisant passer pour des gens proches de la nature, extraordinaires, qui n'auraient rien à se reprocher. C'est pas du tout le cas. Ce genre de petites constatations, de raccourcis, je l'ai constaté à plusieurs reprises dans le livre. Ça m'a dérangé un petit peu. Je vais quand même vous évoquer un petit peu, évidemment, les solutions. Mais avant, je vais vous citer un autre petit passage de contradiction qui m'embête un petit peu, encore une fois. À un moment donné, Philippe de Villiers, on est vers la fin du livre, nous dit, il n'y a pas d'ethnie française. Alors il nous dit que la France est un pays politique, le fruit d'une résolution familiale et dynastique, il nous parle de la royauté, il nous parle de l'héritage, tout ça est très vrai, et il dit dans une phrase, il n'y a pas d'ethnie française. Donc on peut s'agglomérer à la France, s'assimiler, c'est relativement facile. Sauf que 100 pages avant, 110 pages avant, il nous dit tout le contraire. Et je vous assure que c'est la vérité. Donc page 334, il n'y a pas d'ethnie française. Page 233, il nous fait tout un rapport sur le fait que la France est quand même une ethnie accrochée depuis la préhistoire. Je vous le lis. Donc là, il essaie de dézinguer le mythe du métissage permanent depuis 2 millions d'années. Ce mythe des origines ne tient pas devant les conclusions de la paléodémographie. Le total des guerriers qui en 5 siècles sont entrés dans la Gaule n'a pas dépassé 300 000 hommes. Fermez les guillemets. C'est une minorité par rapport aux millions d'indigènes déjà présents. Plus tard, les colons romains eux-mêmes ne seront jamais qu'une poignée. En fait, la grande acculturation de notre pays par les Romains n'a pas de base réellement démographique. C'est toujours le vieux fond ethnique issu du néolithique qui domine. Alors ça a son importance. Parce que moi, je peux pas avoir deux analyses différentes dans le même livre.
c'est toujours le vieux fond ethnique issu du néolithique qui domine. Je ne suis pas en désaccord avec lui, hein, loin de là. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'ethnie française. Alors, il faut choisir son camp. Voilà, donc il y a de temps en temps des petites choses comme ça qui peuvent un peu m'embêter. Il fait de très belles déclarations d'amour à la France. Hein. J'en avais préparé une, mais je ne sais pas vraiment si je vais la lire. Il nous emporte avec lui, il l'avait fait dans Mémoricide, avec son passé, son amour de la France. Un pays qu'il faut choyer, qui lui a tout apporté, évidemment. Et il conclut d'ailleurs ce chapitre en disant « Pour ceux qui préfèrent nous détester et refusent la francisation, il n'y a qu'une réponse, 2 points les guillemets, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. » Alors voilà, ça me fait le lien directement avec la solution apportée par Philippe de Villiers, la francisation. Donc il nous en parle, il nous parle de francisation, il nous dit qu'il faut absolument redonner l'amour du pays à tout le monde, pas seulement aux gens issus de l'immigration, pas seulement aux étrangers sur le territoire français, ou aux gens qui voudraient s'installer en France. Il faut ratisser large, rééduquer les foules, il faut reprendre le pouvoir des médias, reprendre le pouvoir de la culture, il faut essayer d'expliquer que nous sommes un grand pays avec une histoire glorieuse, avec des inventions exceptionnelles, de la littérature, de la science, voilà, tout un panel de choses qu'il faut glorifier, et que c'est grâce à ça qu'on va réussir à donner ce goût aux nouveaux venus, et qu'on va pouvoir les rattraper dans le giron français. Je synthétise, mais c'est à peu près ça. Hein. Évidemment, il nous parle aussi je vous le disais tout à l'heure, du catholicisme et du retour du catholicisme. Il faut que les gens se réintéressent aux origines catholiques de la France pour comprendre d'où ils viennent, et que peut-être en comprenant dans quel bain a grandi la France, ils auront à nouveau envie de s'intéresser au catholicisme et se rattacheront à la France. Voilà une sorte de boucle pour la solution de Philippe de Villiers. Ça m'a beaucoup étonné, pas cette déclaration-là, mais ça m'a beaucoup étonné parce que il n'a pas évoqué une seule fois le mot de remigration. Alors un mot que Éric Zemmour, lui, n'a pas hésité à employer pendant sa campagne présidentielle, qu'il emploie encore régulièrement. Certaines personnes, d'ailleurs, comme Éric Tegner, le font régulièrement. C'est un mot qu'il a en bouche souvent, la remigration. Remigration, donc, proposition aux gens issus de l'immigration, s'ils ne s'adaptent pas à une culture française, qu'il faudra donc imposer de fait, tout ça est très compliqué, de repartir dans leur pays d'origine pour apporter dans leur pays le savoir français, essayer de transmettre une sorte de transfert de savoir, de transfert de qualité. Vous avez acquis en France une maturité, vous avez acquis des enseignements, retournez dans votre pays, éventuellement en transmettre un petit peu, et vous vivrez mieux dans votre pays, puisque globalement les lois et les cultures et les habitudes françaises ne vous conviennent pas. En gros, la remigration. Pour faire simple. Et donc voilà, il n'en parle pas du tout. Il n'en parle pas du tout. Il n'évoque que cette tentative d'assimilation. Alors, évidemment, je viens de vous dire qu'il dit dans cette fin de chapitre, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Oui, je sais bien, hein, il le dit, mais c'est la seule fois où il le dit. Et dans ses grandes solutions, les vraies solutions qu'il développe, c'est plutôt une tentative d'aller à la pêche aux non-assimilés ou aux gens qui ne sont pas du tout, même des Français, des gens qui sont nés en France, d'origine immigrée de 2e, 3e génération, et qui n'ont pas réussi à choper la France, qui veulent avoir une société alternative dans un territoire, mais qui ne veulent pas de l'histoire de ce territoire. Donc il aurait pu en parler, puisque Philippe de Villiers a soutenu Éric Zemmour. Je ne pense pas qu'il soit fâché aujourd'hui. Hein. Donc j'étais très étonné de cela. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais juste conclure sur 2 éléments. Alors, un élément où je trouve que Philippe de Villiers, encore une fois, va un petit peu... Non, je vous les ai déjà dit tout à l'heure. C'était encore un exemple sur des contradictions. Je vous laisse deviner.
À un moment donné, Philippe de Villiers, pour faire du teasing, il parle des somewhere et des anywhere. On est page 354, pour ceux qui le liront. On est au chapitre intitulé « La bataille politique devient un conflit esthétique ». Et moi, je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est trop caricatural. Si quelqu'un lit, eh bien, on pourra en discuter. Je voulais juste finir sur un élément assez intéressant. Parce que, évidemment, le mot complot, c'est presque un gros mot. Hein. Si on est complotiste, c'est l'horreur absolue. On est complotiste hier, on est visionnaire demain, ou l'inverse. Et là, il nous cite un exemple. Il ne nous parle pas de complot. Mais il nous explique que le populicide, fruit de gens mal intentionnés, eh bien, il est quand même entretenu depuis longtemps. Et je vous lis ça et on conclut sur ce sujet. Ce que prépare le populicide, c'est la société des 2/10 et la classe des inutiles. Tout a été imaginé, simulé lors d'une rencontre internationale, le States of World Forum. L'avenir peut se résumer en une fraction et un concept. 2/10 et Tightenement. Ce néologisme a été inventé par Brzezinski pour désigner la consommation et le divertissement de masse. Dans le siècle à venir, 2/10 de la population active suffirait à maintenir l'activité économique mondiale. Mais que faire du reste ? Peut-on envisager que 80% des personnes souhaitant travailler se retrouvent sans emploi ? Donc voilà, il continue, il nous donne un tas d'exemples. Cette société des 2/10 de l'humanité trouve aujourd'hui écho dans les prophéties de Yuval Noah Harari, un auteur de best-sellers mondiaux et conseiller du Forum de Davos. Donc on voit la sociologie du personnage. Il prévoit à l'horizon 2040 que quelques nations numériques, entre guillemets, domineront une humanité asservie. Les masses jusque-là disponibles pour former des bataillons de soldats et de travailleurs seront rendues inutiles par les robots truffés d'IA. La plupart des emplois seront détruits et le sous-prolétariat désœuvré formera ce qu'on appelle la classe des inutiles. Qui seront-ils ? Eh bien, tous ceux qui ne sauront rien faire de mieux que les IA. Ils seront nombreux. Alors l'élite qui n'aura pas même besoin de les exploiter, devra lutter contre eux et ne perdra rien à les faire disparaître, puisque ces inutiles n'auront plus aucun rôle économique ou militaire. Fermez les guillemets, donc là c'est Harari qui s'exprimait. C'est là que j'y peut-être le vrai ressort du populicide, nous dit Philippe de Villiers, non pas comme un souhait, mais comme une anticipation géniale, une prédiction désespérée par l'un des personnages les plus brillants, les plus lus et les plus écoutés, aussi dans les cercles d'élite transnationaux. Donc voilà, il continue encore sur ce sujet, mais c'est intéressant parce que en fait, évidemment, il ne va pas jusqu'à nous dire qu'il y a un complot, mais au bout du bout, faut pas être stupide pour comprendre que tous les éléments qu'il nous donne à lire, avec ces preuves qu'il avance, sur cette volonté de détruire la mémoire d'un peuple et le peuple en lui-même, en tout cas de fermer les yeux sur la disparition potentielle de ce peuple au profit d'un nouveau peuple, eh bien, c'est préparé depuis longtemps. En tout cas, c'est envisagé et ça n'a pas l'air de gêner. Donc, on n'est pas loin du complot. Je serais vraiment passionnant si je pouvais lui poser la question. J'adorerais entendre sa réponse à ce sujet, parce que là, on est presque sur la définition d'un complot. Donc écoutez, voilà, populicide. J'ai passé un moment agréable, mais pas plus que ça. Alors encore une fois, pour une bonne raison, c'est que malheureusement, à part quelques détails qui relèvent de sa vie ou de ses expériences que j'avais pu oublier, je n'ai rien appris parce que c'est encore une fois un livre qui est évidemment presque subversif, parce qu'il attaque là où ça fait mal pour toute la presse, à part une infime presse qui se résume à Valeurs Actuelles, le JDD, CNews et quelques autres, la Furia ou ce genre de choses, pourquoi pas le Front Populaire de Michel Onfray, mais il n'y a pas grand monde, toute la presse massive de l'autre côté doit être, comme on dit, en PLS après ce genre de livre. En tout cas, ils doivent le détester ouvertement. Mais moi, comme je me tiens beaucoup informé de tous ces sujets, ça ne m'a pas appris grand-chose. Voilà, je suis toujours content d'avoir lu un livre qui me donne quelques exemples à pouvoir ressortir un jour en conversation, pourquoi pas, et ça me fait plaisir de le présenter aujourd'hui également. Voilà, faites-vous une idée avec Populicide de Philippe de Villiers et vous verrez ce que ça peut donner. Voilà, à bientôt pour une prochaine chronique. J'ai d'autres livres d'actualité en cours, ça ne va pas tarder. À bientôt.